Monsieur le recteur, madame la directrice académique, monsieur le conseiller technique, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, chers collègues. Donc juste un mot concernant le comité de liaison. Le comité de liaison des directeurs de Réa VRTD qui a été créé en 1982, à partir du moment où le ministère a cessé de réunir les directeurs de Réa à Paris une fois par an, comme il avait l'habitude de le faire à l'époque. Et donc la création du comité de liaison des directeurs de Réa, c'est quelque part peut-être un acte de résistance qui a été initié par certains de nos prédécesseurs, dont certains sont ici présents, je pense à Daniel Aronias, des collègues donc qui ont souhaité faire perdurer un petit peu la tradition de réflexion, de regroupement qui animait les directeurs de Réa par le passé. Alors en quoi consiste le comité de liaison? Donc on l'a compris, le comité de liaison consiste essentiellement dans l'organisation de ces assises nationales, comme on appelait autrefois les journées d'études. C'est un moment important, les assises nationales, de réflexion, de recherche, d'échange, autour des problématiques qui sont celles des chefs d'établissement de Réa ERPT et qui permettent d'essayer d'apporter des réponses à des situations qui parfois sont très compliquées. Je pense que chacune et chacun voit de quoi je veux parler. Donc les assises nationales. Ensuite, le comité des liaison, c'est l'organisation également de journées d'accueil pour les nouveaux directeurs et directrices de Réa. C'est un moment là aussi d'information de ces collègues qui rejoignent le giron des directions de Réa, établissement rare s'il en est, puisqu'il y a seulement 80 Réa en France, 7 RPD. Et donc ces collègues apprécient régulièrement le travail que nous faisons en leur direction pour les amener à faciliter leur prise de fonction. Le comité de liaison, c'est également un annuaire national. Alors je ne sais pas s'il est possible d'en donner un à monsieur le recteur, madame la directrice académique, mais en tout cas, donc, nous avons un outil de grande qualité qui est réalisé par notre collègue François Lange de l'Académie de Strasbourg. Donc un document fort complet, document papier puis base informatique, qui permet de nous donner, donc disséminer sur l'Hexagone, des éléments d'information par rapport à nos établissements respectifs et de dégager des grandes tendances, par exemple en termes d'offres de formation, en termes d'évolution des personnels, etc. Le comité de liaison, c'est également un bulletin de liaison, donc ça fait une dizaine d'années que j'ai le plaisir de m'adresser à chacune et à chacun des directeurs et directrices des Réa, dans lequel je fais apparaître les questions qui sont les préoccupations du moment et qui nous permettent également d'être en lien, d'avoir des échanges régulièrement. Voilà ce que je pouvais dire sur le comité de liaison. Je voudrais vous remercier, monsieur le recteur, d'avoir accepté de participer à cette réunion. Les directeurs de Réa qui sont issus d'autres régions que l'Académie de Grenoble savent tout le travail qui est fait dans l'Académie de Grenoble pour faire évoluer les Réa. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons, depuis notre province respective, les avancées de cette académie. Et je voudrais remercier donc évidemment une nouvelle fois les collègues de l'Académie de Grenoble et plus largement les collègues de la région Rhône-Alpes qui accueillent régulièrement les assises nationales du comité de liaison, puisque j'ai fait un petit décompte. Donc c'est la 4e fois en une quinzaine d'années que nous avons le plaisir de nous réunir dans ces magnifiques établissements rhône-alpais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame l'inspectrice d'académie, chère Liliane, monsieur le conseiller, Pascal Mercier, monsieur le président du comité de liaison, madame la proviseure, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour votre accueil. Je reviens ici avec plaisir, puisque j'étais venu visiter votre établissement il y a un peu plus d'1 an pour moi, dans ma mémoire, lors de l'inauguration de locaux restaurés, réhabilités. Donc j'étais venu avec Jean-Jacques Kéram, le président de la région Rhône-Alpes. C'est un honneur, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous, d'abord parce que je le suis au nom de la ministre qui m'a demandé de la représenter, en réponse à votre courrier, cher Emmanuel Boutet-Gélino, et qui c'est aussi qui m'a demandé de la représenter et d'exprimer à la fois la politique du gouvernement et puis mes propres orientations académiques. C'est un plaisir aussi parce que, et je suis très heureux, monsieur le président, de ce que vous avez dit, parce que
on vient faire une intervention, on est autour de deux postures possibles. Hein. Soit on se dit, je vois qu'une inspectrice d'académie sourit, on fait une intervention voilà, bien classique, soit on se dit, on va passer un moment. Moi j'ai choisi de passer un moment pour discuter, réfléchir avec vous. Donc à la fois mon intervention et puis, si c'est possible, un moment d'échange et assez vite je serai obligé de repartir. Car vous le savez, vous le voyez dans les médias, l'Académie traverse un moment extrêmement difficile, et d'autres académies aussi. Et l'éducation nationale doit être la tête haute, évidemment, ses représentants au plus haut niveau d'abord. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé également être un moment de convivialité, mais je dois rentrer au plus vite pour rejoindre une réunion tout à l'heure sur Grenoble. Alors, l'inspecteur général Didier Jouot s'interrogeait dans le titre de son rapport en 2013 si vous n'étiez pas des établissements oubliés. Vous allez tous me dire, monsieur le recteur, il y avait un autre titre. Ce titre, je vais d'abord m'arrêter à cela. Il est terrible et intéressant à la fois. Alors, il est terrible parce qu'il supposerait que dans notre pays, il supposerait un oubli et un aveuglement collectif. Ça m'a tout de suite rappelé, parce que j'ai travaillé un petit peu pour mon intervention. Souvent, Pascal Mercier me fait des notes impossibles, quelquefois même plus que des notes, et je l'en remercie solennellement. Il m'a fait un cours, là, tout le voyage, sur l'éducabilité. Liberté éducative et éducabilité, donc je suis à peu près au point, on verra dans les échanges. Moi, ça m'a rappelé le titre d'un autre ouvrage, Établissement ouvrier, élèves transparents. Vous connaissez peut-être cet ouvrage de la sociologue Maryse Esterlé. C'était un livre aux éditions du Septentrion en 2007. J'avais regardé pour des raisons tout autres. Et elle parle de cette catégorie d'élèves méconnus, transparents, oubliés de tous. Ça me fait penser à ce que l'on développe sur Valence, sur le concept d'apprenance. Voilà, en fait, l'éducation nationale s'habitue à ce que ceux-là, on les laisse, quoi. C'est pas grave. Ils ne font pas parler d'eux en classe, tout se passe bien. Leurs difficultés, par contre, sont bien réelles. Souvent, ils rejoignent ces catégories de décrocheurs, scolarisés mais déscolarisés. C'est terrible. C'est terrible, cette phrase, je l'ai dit avec légèreté, alors que je devrais avoir dans mon propos, dans ma voix, la plus grande gravité, parce que ce sont des élèves en grande souffrance scolaire, en difficulté et en repli souvent. Alors, on doit parler de ces élèves presque invisibles, ils sont nombreux. Certains sont dans vos établissements, d'autres dans des collèges, des lycées, autres, parfois ailleurs. Certains poursuivent leur scolarité péniblement, sans reconnaissance de leurs besoins spécifiques, ni de leurs conditions d'apprenance. D'autres s'en sortent, et quand ils s'en sortent, c'est avec ce sentiment que l'école les aura bien peu aidés, et bien peu intégrés. Voilà, c'était cette évocation par laquelle je voulais commencer. Alors, êtes-vous les oubliés? Êtes-vous des établissements oubliés comme ces élèves, sans une analogie mécanique, pourraient l'être? Alors, je voudrais vous dire, je ne connaissais pas les EREA, mais le hasard fait que l'un d'entre vous est un ami. Nous nous connaissons depuis longtemps et partageons des temps de vacances où l'on discute comme chacun d'entre eux, nous on a des amis. Hein. Et quand on retrouve des amis de manière régulière, qu'est-ce qu'on fait? On prend un verre, quoi. Et dans l'une de ces soirées d'été, autour d'un verre, dans un très beau pays qu'on appelle l'Auvergne, qui est magnifique, au bruit des tracteurs et des criquets, il me confie qu'à la rentrée prochaine, il allait s'occuper d'un EREA. Alors, c'était pas un choc parce que le choc, je l'ai eu quand je suis devenu recteur il y a 20 mois. J'ai appris tous les sigles. Je fâche tout le monde au début, vous vous souvenez, je vous ai demandé, vous arrêtez, vous dites la vérité, quoi, le vrai mot, c'est quoi? Alors un EREA, j'ai dû regarder. Hein. Moi, je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'ils me disent. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu vas faire quoi? Et je ne connaissais pas les EREA. Alors, quand je suis devenu recteur d'académie, ce cycle a pris toute mon importance, toute son importance. C'est les 4 directeurs d'EREA, directrices que je salue ici, de vous dire, mais à la suite des travaux de Pascal Mercier, qu'est-ce qui lui a pris, ce recteur, à s'occuper des EREA? Ça a pris toute son importance parce que je vous assure que 16 mois et le temps d'avant à préparer des lois sur la refondation de l'école, j'en parlerai dans un instant, sur la loi également du 5 mars 2014 sur laquelle j'avais travaillé. Quand vous êtes là à travailler auprès d'un gouvernement sur des projets de loi, vous découvrez des mots inconnus pour la partie de l'école que je ne connaissais pas, du secondaire. Je suis plutôt
dans le domaine du supérieur, des politiques d'enseignement supérieur, mais j'ai été très intéressé par l'école inclusive plus que jamais. Plus que jamais. Dans d'autres politiques publiques, on a d'autres enjeux. J'ai travaillé sur d'autres politiques publiques. Dans les politiques publiques éducatives, le premier enjeu, c'est de n'en jeter aucun. Imaginez une politique de santé où j'accepte qu'un malade sur 5 meurt pas grave. Et une politique éducative où sur une classe d'âge, on accepte que 150 000 jeunes par an sortent du système. C'est pas grave, il en reste les 4/5e pour faire les 800 000. C'est terrible. Peu de nations osent faire ça. Donc quand à préparer les projets de loi, à être dans l'hémicycle pour voir les réactions des parlementaires, vous êtes là et vous dites mais c'est pas vrai, on n'en est pas là. Donc mesdames et messieurs les responsables des 4 REA et adjoints de l'Académie, sachez que ce n'est pas une détermination pour ceci ou cela, c'est une conviction profonde qu'il faut bouger. Alors, vous êtes un peu plus de 80 REA en France, vous scolarisez à peu près 10 000 élèves, donc vous êtes important. Même si vous êtes tout petit en nombre, vous êtes important. Bien sûr, il y a plusieurs modèles. Et je reviens au titre du rapport de l'inspecteur Jouot. Est-ce que vous êtes les oubliés ou les structures porteuses d'avenir? Dans la voiture, on ne savait pas comment traiter tous les deux, Pascal, le porteur d'avenir. Quel avenir? Et je vais le dessiner un petit peu. C'est ce qui va mobiliser mon intervention. Notamment, vous l'avez dit, madame, en partant de la loi de refondation de l'école, en partant de l'école inclusive, puis dans un second temps, des chemins qui s'ouvrent aux acteurs de l'école, et notamment à vous, directeur, directrice d'EREA, pour relever le pari de la réussite de chaque élève. Alors, le principe d'une école inclusive que l'on retrouve dans l'article 1er de la loi du 8 juillet 2013, c'est un principe, ça fait partie dans la hiérarchie des normes, ça devrait quasiment être un principe constitutionnel pour moi. Quasiment constitutionnel. C'est-à-dire au même titre que la liberté, le droit à l'éducation. J'y reviendrai. Et il prend acte des évolutions engagées, notamment au plan international. Et dans le même temps, il fait preuve d'audace et d'ambition. Je crois que sur ce deuxième point, soit dans mon intervention, soit dans l'échange, si nous en avons, nous pourrons aborder ces questions d'audace et d'ambition pour nos jeunes étudiants, pour les jeunes dont vous avez la responsabilité. Alors rapidement, pourquoi au niveau international? Parce que dans ce domaine, la France est-elle en retard ou pas? À la fois, il faut marquer les comparaisons internationales et en même temps, il ne faut pas s'y enfermer. À Salamanque, en juillet 1994, quand 92 représentants des gouvernements et 25 organisations internationales adoptent l'article suivant, je trouve que c'est une grande avancée. Ils disent les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux, maintenant nous disons spécifiques, doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant capable de répondre à ses besoins. Cette affirmation, à laquelle je crois nous tous, vous tous, nous sommes très attachés, j'espère que nous sommes même plus que davantage, presque ancrés, comporte 3 ruptures majeures par rapport à notre système. La première, évidemment, certains élèves ont des besoins éducatifs spécifiques, particuliers, qui légitiment une allocation différenciée des moyens. C'est l'affirmation très claire de ce principe républicain d'égalité qui, selon le Conseil constitutionnel, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Ce principe que l'on voit apparaître dans d'autres débats, bien sûr, il faut mettre ça en place. La ministre Najat Vallaud-Belkacem, lorsque nous avons eu à traiter des difficultés de mise en place de l'évolution de la carte de l'éducation prioritaire, a rappelé une déclinaison de ce principe-là en demandant au recteur d'académie de s'inscrire dans l'allocation différenciée des moyens. Et c'est évidemment ce que j'ai fait ici. Le label être dans l'éducation prioritaire ou ne pas l'être, donnant dans l'un j'ai des droits, dans l'autre je ne l'ai pas, n'a aucun sens. Alors il y a des labels, oui, on y tient. Mais certains syndicats ont écrit, alors il y a le REP+, le REP-, puis le REP pas du tout. Oui, peut-être. En fait, c'est pas tout à fait ça. La convention qu'on a établie, j'ai signé plusieurs cadres, la convention académique de priorité éducative, où j'ai indiqué un certain nombre de ces principes, qui peuvent évoluer. Dans un territoire où les difficultés sociales apparaissent, alors oui, je mettrai plus de moyens. Dans d'autres où les difficultés sociales s'améliorent, alors j'arrêterai d'en mettre davantage.
Et dans les lycées, notamment où il y a beaucoup de moyens, oui, je diminuerai les options. Parce que je veux remettre des financement égal, les inspecteurs d'académie de sable, je veux les remettre dans les territoires en difficulté ou dans les établissements où les élèves rencontrent des difficultés particulières. L'accès à l'école ordinaire, c'est un droit reconnu à tous qui constitue un changement majeur pour notre école historiquement portée vers la séparation. Alors mes propos vont vous ennuyer. Parce que sur le fond, une école inclusive détruit les TVA. On en discutera sûrement. On en discutera sûrement. Je l'espère en tout cas. C'est vrai que nous avons tous connu des amis qui partaient, des copains, qui partaient dans d'autres filières parce qu'ils ne réussissaient pas. Moi, à un moment de ma vie, j'ai enseigné très très peu de temps dans ce qui s'appelle une CPPM, qu'on appelait les classes poubelles, je m'en souviens très très bien. J'y étais allé parce que notre collègue était toute seule, pétait les plombs, comme disent les jeunes, quoi, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait plus du tout. Donc sur des principes de solidarité professionnelle. Donc, ça c'est la deuxième rupture. Et la troisième, c'est peut-être celle à laquelle je crois le plus, un système pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. C'est bien la troisième révolution qu'on trouve dans plusieurs dispositions de la loi, qu'on trouve évidemment également dans les dispositions de la loi du 23 juillet 2013 et qu'on trouve dans les dispositions de la loi du 5 mars 2014. Ce matin, je présidais le conseil d'administration du GIP qui s'occupe des Greta et de tout ceci. On était déjà en train d'appliquer du droit à l'éducation, c'est-à-dire comment on facilite le retour à la formation, à la certification, à la diplomation des jeunes qui ont été écartés précédemment, qui ne sont plus des jeunes, et qui connaissent des vies redoutablement proches d'une grande précarité. Mais dans la loi du 8 juillet, le législateur est allé plus loin, puisqu'il a remplacé le terme d'intégration, qui était le terme classique, autour duquel vous avez été formés, par le concept d'inclusion. L'évolution n'est pas que sémantique, c'est un vrai changement de paradigme. Je ne cesserai d'en parler dans la suite de mon propos. L'intégration repose plutôt sur une conception individualisante et déficitaire du handicap, celui-ci étant lié au manque du sujet que l'on tente de compenser ou réparer. Dans la voiture, je vous ai fait répéter. Vous m'avez fait un cours sur le passage d'un modèle à l'autre. On le reprendra tout à l'heure, mais moi j'ai bien retenu le paradigme de la contenance. On contient le jeune dans des dispositifs spécifiques plutôt d'aller vers l'inclusion. Dans cette perspective inclusive, on considère que c'est prioritairement à l'école de s'adapter, mais une fois qu'on a dit ça, on s'assoit, qu'on dit mais pourquoi on ne le fait pas depuis longtemps? C'est évident que c'est à l'école de s'adapter, et non pas l'inverse. Alors surtout les comparaisons étrangères, j'y reviendrai. Donc dans cette perspective, c'est prioritairement à l'école, au système, aux EREA, et au lycée, au collège, de s'adapter pour prendre en compte la diversité des élèves, c'est-à-dire de s'engager dans une évolution des pratiques d'accueil, des pratiques d'enseignement, pour permettre à tous les élèves d'apprendre. Alors les EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté, oui, je fais attention aux sigles, ceux que vous dirigez accueillent majoritairement des élèves en très grande difficulté scolaire, souvent en souffrance sociale, familiale. Vous scolarisez également en moindre proportion, sauf dans certains EREA particuliers, des élèves en situation de handicap présentant des troubles importants des apprentissages, des troubles de la conduite ou des troubles du comportement. Tout naturellement, en regard de la nature des publics accueillis, vous devriez être des acteurs pleinement mobilisés dans la lutte contre l'échec scolaire et dans la construction d'une école inclusive. Mais je pense que vous le reconnaissez, tel ne semble pas encore suffisamment le cas, au-delà de la diversité de vos contextes. Alors, jamais, et vous savez, ceux qui travaillent avec moi, jamais on s'arrêterait là. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on travaille? Comment on gagne dans la performance publique qui est notre devoir en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale? Alors, moi je trouve d'abord que, en transformant le qualificatif de votre cycle adapté en un substantif adaptation, mais plutôt qu'un dispositif d'adaptation, de processus d'inclusion. C'est ce que je souhaiterais. J'ai conscience en disant cela, que je vous propose de dessiner un programme d'action différent et je vais le soumettre à vos réflexions. Pour ce faire, peut-être d'abord regarder des données statistiques. Je suis un féru, peut-être est-ce ma formation initiale, j'aime les données statistiques. J'aime jeter un coup d'œil, là j'ai ennuyé mon conseiller parce que j'avais lu avant lui la dernière note de l'ADEME sur le décrochage scolaire, donc il
il a pris, il m'a dit non, je vous le laisse, monsieur le recteur, heureusement, c'est le mien, c'est ma note, mais la dernière note d'information, la dette, elle est sur les décrocheurs. Vous l'avez tous regardé, vous allez me dire non, monsieur, non, elle est arrivée il y a quelques jours, quelques temps, mais je vous invite à regarder les statistiques. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir de où nous sommes. Moi, j'ai besoin de sortir de mon académie. Si je reste sur les données de l'académie, je m'enferme. Donc je regarde les données nationales tout le temps, et puis je vais chercher d'autres regards. Donc celui-ci, il n'est pas forcément sur notre sujet, il l'est un petit peu, et je vous propose j'ai retenu les 4-5 conclusions de la note, plutôt titre, parce que c'est des notes de l'ADEME, il faut les lire à l'envers, les notes de l'ADEME. Les données, on les retrouve que dans les titres et pas dans les phrases. Les phrases passent leur temps à dire pourquoi, si jamais ils avaient calculé différemment, ils n'obtiendraient peut-être pas le même résultat. C'est des statisticiens. Donc, le titre s'appelle « Les sorties précoces dans l'Union européenne ». Alors, vous savez, d'abord, la question des sorties précoces, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un objectif de la stratégie communautaire Europe 2020, réduire les sorties précoces. On devrait se donner, nous tous, comme objectif, dans l'académie, en tout cas, comment dans nos LR, on en a combien aujourd'hui de sorties précoces? Alors c'est un peu difficile, parce qu'en statistique, on n'est pas au seuil nécessaire, donc on fait plutôt des suivis de cohortes. Et quel objectif on se donne à la fin du projet académique? Alors, j'ai donné des indicateurs globaux de performance que j'ai négociés avec le ministère. Ça va se traduire aussi sur les LR, et pas seulement sur les collèges, sur les lycées. Comment je fais en sorte, comme pour le primaire, vous l'indiquer, c'est avant qu'on prenne la décision au niveau national de la fin des redoublements, j'avais dit, bon, on va arrêter les redoublements. CP, plus de redoublements. Par exemple. Hein. Et on se donne des objectifs comme ceci. Alors, on devra avoir ces objectifs. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de considérer pourquoi on est tant attaché au fait qu'aucun jeune ne sort du système scolaire sans certification, sans diplomation. Parce qu'à l'inverse, tous ceux qui sortent sans qualification, sans diplomation, ont les caractéristiques suivantes: privation d'emploi, précarité, exclusion sociale et pauvreté, et la dernière pour eux-mêmes et leur descendance. Donc c'est absolument terrible, une fois qu'on a écrit cela. Nous ne sommes pas globalement dans la salle, il n'y en a probablement aucun, par contre des personnes que nous pouvons connaître, qui sont dans ces cas de situation. Par contre, nous sommes assurés que le jeune qui sort sans cela sera dans cette situation. Pas dans la totalité, mais dans l'extrême majorité. Alors que dit cette note? Eh bien, il y a moins de sortants précoces dans les systèmes peu sélectifs et professionnalisants. Dans les systèmes peu sélectifs. C'est-à-dire dans les systèmes où on ne dit pas « toi tu peux pas ». Et professionnalisants, ça n'a pas forcément le même terme que chez nous. Ça veut dire qu'ils ont des apprentissages dans des réalités, dans des démarches projets. Les jeunes d'aujourd'hui le diraient dans des Fab Labs. La deuxième leçon que je tire, les interventions précoces et coordonnées sont plus efficaces. C'est lorsqu'on intervient vite. Évidemment, ça vous concerne moins que l'inspectrice d'académie. Et on le sait, on a mis en place dans ce département tout un travail sur le concept d'apprenance. Apprenance, c'est quand, avant d'apprendre, il faut être en condition d'apprendre. Avant d'être sur les apprentissages, on est sur les dispositions d'apprentissage. Et c'est tout le travail que nous menons avec l'inspecteur Joly et son équipe. Les femmes sont moins concernées, mais plus pénalisées. Et enfin, il y a un lien durable, évidemment, entre faible niveau d'éducation et pauvreté. Alors, simplement ceci pour vous dire, ça c'est pas en France, c'est dans l'ensemble de l'Union européenne. Et ça se traduit également dans notre pays. Je voudrais redire ce à quoi je crois profondément, et j'espère que chacune et chacun d'entre vous, vous y croyez, c'est qu'il faut défendre l'accès universel à l'éducation. Et nous disons, bah oui, ils y sont tous. C'est dans les autres pays de l'OCDE éventuellement, ou hors OCDE que c'est ça. Non, non. Quand on touche presque un jeune sur 5 qui sort sans diplomation, nous sommes dans une situation très grave. Il faut revendiquer l'accès universel à l'éducation et à la diplomation, parce que c'est un moyen d'ouverture qui doit donner à chaque enfant, à chaque élève, les clés de ce qu'on pourrait appeler une autoconstruction. Parce que c'est aussi un lieu de socialisation institutionnelle. Parce que c'est un lieu d'expression, l'éducation. C'est un lieu d'expression des émotions. En d'autres termes, on dira que l'accès à l'éducation est la condition de la subjectivation, de la construction de chaque être comme sujet capable de penser, d'arbitrer, de construire ses choix. Parce qu'également, je pense que c'est un lieu, évidemment aussi,
de constitution des connaissances, de constitution des valeurs et de constitution des compétences. Alors, quelles que soient les difficultés d'un élève, nous devons le faire réussir. Parfois seulement un peu, mais nous devons le faire réussir. Et c'était cette discussion ce matin que j'ai eue sur l'accès à la BAE pour les adultes. Les adultes ont du mal à accepter qu'ils n'obtiennent pas un diplôme par la BAE. Pas grave, s'ils ont déjà une validation partielle, à condition qu'on leur propose un parcours de formation qui aboutit à la diplomation. Et bien, de la même manière, chaque jeune à qui vous arrivez par un processus d'apprentissage à lui faire obtenir quelque chose, c'est une première étape vers la réussite. Si je reviens au rapport de l'inspecteur général Didier Jouot, celui que vous avez tous lu avec moi, ainsi que ses 16 conclusions, alors des établissements oubliés ou des structures porteuses d'avenir. Si on s'intéresse au rapport de la commission parlementaire de l'an dernier, qui souligne les réussites des EREA, mais aussi les avancées nécessaires, on doit dire que vous partez mal avec la position inverse de l'école inclusive, puisque, contrairement à tout ce que je propose, vos élèves se trouvent plutôt enfermés, cantonnés. Alors, vous êtes un peu particulier. J'ai demandé à Pascal Percier de me dire, mais si on devait écrire qui ils sont, vous diriez quoi? Alors voilà ce qu'il me répond, mon conseiller. Il me dit, l'EREA est une classe en collège mi-principal. C'est un lycée professionnel sans proviseur, qui est réduit au seul CAP. Vos élèves y réalisent la quasi-totalité de leur parcours sans jamais être confrontés aux autres collégiens et lycéens. Donc il a raison. Donc c'est un monde à part, en plus vous êtes plutôt bien doté, bonne dotation matérielle, budgétaire et humaine, sans aucun équivalent autre, dans l'académie. Je pourrais même, je vais dire, en prendre comme je souhaite le prendre dans les options multiples des lycées en quartier très favorisés. Et c'est évidemment pas ce que je vais faire, et ceux qui sont dans l'académie le savent. Par contre, il va falloir qu'on agisse, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on n'agisse pas. Si vous avez un établissement très bien doté, alors on doit avoir des résultats, même si la population est en très grande difficulté. Alors, je crois quand même que c'est dans la perspective d'une école inclusive que vous êtes, et en tout cas que vous devez être. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Si on regarde un petit peu vos calculs, 33% des parents des élèves de SECPA appartiennent au premier décile de revenus. 3 fois plus que pour les collégiens hors enseignement adapté, que 84% de vos élèves aient connu le redoublement dès le cycle préparatoire. Un échec précoce, irrémédiablement marqué, socialement marqué, plus que tous les autres, plus que dans aucun autre pays. Alors, c'est vrai que passer dans un EREA permet de souffler, de se reconstruire, d'accéder à une qualification de niveau 5, pas toujours, parce qu'il y a aussi des décrochages. Et ceux-ci sont trop importants. Alors, comment est-ce que l'on peut faire? Cette réflexion a été engagée par Pascal Mercier à mes côtés et précédemment, et puis je l'ai accentuée. Comment est-ce que nous avons voulu faire dans l'académie? D'abord, je voudrais dire que ça part d'un message de confiance. Je crois que les 4 directeurs qui sont ici ont compris. L'enjeu, c'est de travailler en confiance. On n'est pas en se dire, donc j'ai un intérêt pour vous 4. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment vous vous sortez. Mais j'ai fixé dans une circulaire académique quelques principes. Le premier, une fois qu'on va les dire, vous allez dire c'est évident, hein, diversifier les parcours de formation par la mise en réseau des EREA avec les établissements du bassin, permettre l'accès à des formations de niveau 4. Oser cela, oser de décloisonner, de desserrer ce système, de l'ouvrir. Sinon, ce que j'ai dit avant, c'est pipeau, quoi. Je n'y crois pas. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est se mobiliser contre l'échec scolaire, lutter plutôt contre l'échec scolaire en mobilisant pleinement les ressources de tous les enseignants, notamment des professeurs et éducateurs en internat, en les mobilisant sur les apprentissages scolaires. Alors, j'en suis pas encore sorti de cette deuxième mesure, c'est pas facile, il y a des recours et tout. Mais pour moi, j'ai une position très claire. Quand j'ai appris que j'avais des professeurs qui étaient devant les élèves la nuit, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai besoin que les professeurs soient 2 éducateurs devant les élèves quand ils ne sont pas en classe. Et je remercie Pascal Mercier et les autres d'être allés au charbon avec les directeurs pour proposer ça. C'est pas fini, j'y ai droit à chaque comité technique académique, CHSCT, mais je tiens à les rassurer, je ne vois pas comment je pourrais rémunérer les cadres de niveau A
de la fonction publique pour surveiller des gamins qui dorment. Le professeur doit être là pour accompagner. Engager une politique de formation et d'innovation soutenue. Assurer la diffusion des usages pédagogiques spécifiques, notamment du numérique. Nous avons lancé, et c'est terrible, c'est terrible les bilans qu'on a faits, remettre des professeurs en position pédagogique d'accompagnement avec des élèves spécifiques. Quand au début ils ne sont pas d'accord, puis après ils disent aidez-nous. Bien sûr. Et ne pas aider, ce serait terrible. Alors ça voudrait dire que j'aurais une position, comment dire, technico-politique abusive. Le seul objectif, et vous le savez, c'est que ce soit plus attractif, nos élèves, les familles s'en détournent, et puis qu'il y ait plus de réussite. Donc évidemment, derrière tout ça, on va voir si on ne réussit pas, c'est terrible. La circulaire, on la déchire. Non, bien sûr, nous n'avons pas le droit d'échouer. Donc engager cette politique de formation d'innovation pourra montrer comment on le fait. Et réaffirmer la dimension éducative des EREA par la nomination de directeurs adjoints, ce que nous avons fait, de conseillers principaux d'éducation, ce que nous avons fait, d'assistants d'éducation, ce que nous avons fait, et pour l'ouverture des établissements aux pratiques sociales, culturelles et sportives, entre guillemets, ordinaires. Donc, décloisonner, je dirais. Ce chantier est difficile. Il est très difficile, il est facile pour le recteur de l'annoncer et d'en énoncer les mesures à la première personne du singulier. C'était évidemment un jeu collectif, et je voudrais remercier le travail des 4 directeurs de l'Académie. Je salue votre engagement à mes côtés et aux côtés de Pascal Mercier. Je crois qu'il y a un véritable pilotage partagé, c'est une condition. Les corps d'inspection étaient d'accord, parce que ça a été les lignes que nous avons partagées dès mon arrivée. On travaille là-dessus. Et pour une raison très simple, je crois à l'école inclusive, à condition que nous réussissions à l'engager. Quand vous avez à négocier des financements pour l'éducation, dans un contexte de pénurie budgétaire, et que vous obtenez ces financements, vous n'avez pas le droit d'échouer. Le prochain collectif budgétaire, vous le savez, il est dans pas longtemps. Les questions éducatives seront-elles encore une priorité? Tout dépendra des décisions, évidemment, de la démocratie, et puis de ceux qui seront au Parlement. Là, nous avons obtenu ceci, mais avec un pari très difficile, je vais vous le dire, très difficile. Une grande partie des parlementaires ne sont pas convaincus de la capacité de changement de l'éducation nationale. Je tiens à vous le dire, de droite comme de gauche. L'éducation est considérée comme quelque chose où on pourrait sans cesse mettre des financements publics. Le conservatisme est trop fort. Donc, ma conviction comme recteur d'académie, c'est que chaque fois qu'on arrive à faire bouger quelque chose, alors on gagne un peu. Et on ne change pas un système globalement, on le change par morceaux. On fait quelque chose dans nos établissements, on essaye quelque chose. Parce que nous devons absolument réussir. Je crois que ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est la raison de ma venue, c'est cet engagement que nous partageons. Donc je voudrais remercier les 4 directeurs et leurs adjoints et toutes leurs équipes. Alors je sais que vous attendez une nouvelle circulaire du ministère qui va sécuriser votre action, qui vous rassure sur le devenir de vos établissements et qui vous aide à développer avec vos autorités académiques des orientations différentes, identiques ou complémentaires de celles que j'ai pu énoncer. Je vais vous dire que le cabinet y est attentif puisque nous avons des échanges là-dessus, mais il est difficile de construire des accords dans notre pays. Le plus récent, c'est celui des vacances scolaires. Il a mis beaucoup de temps. Le calendrier est sorti hier. Il résulte de très très longues négociations et je me dis quel coût de transaction sur ces choses-là. Alors pourquoi est-ce que ça prend du temps également? Parce que Madame la Ministre a souhaité d'abord présenter la réforme du collège avant d'y redéfinir le rôle et la place des enseignements généraux adaptés, SECPA et REA. Donc vous le savez, je pense que vous y voyez les orientations. Vous connaissez l'ambition de la réforme des collèges. Je vous demande de vous y intéresser fortement et de vous en inspirer, si vous le souhaitez, dans la conduite de vos affaires dans vos établissements. Les grands axes, renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux en combinant des apprentissages théoriques et pratiques. Nos professeurs n'ont pas l'habitude de tout cela, sauf les plus militants et passionnés d'entre eux. Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de tous. Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées au monde actuel. Faire du collège un lieu d'épanouissement et de construction de la citoyenneté, une communauté d'expériences individuelles et collectives. Les EPI, les enseignements d'accompagnement,
vont constituer 20% du temps dans les collèges. Elle suppose l'interdisciplinarité et le travail en équipe. Nous allons démarrer ceci. Nous allons démarrer ceci au plus vite, en tout cas dans l'académie. Nous en sommes convaincus et je crois que nous y arriverons. Alors le réseau des ELEA, comme celui des SECPA, devra y prendre toute sa place, parce que vous ne manquez pas d'atouts. Sans doute les formes en seront renouvelées, mais la refondation de notre école ne saurait se limiter aux aspects quantitatifs. Ils sont nécessaires, mais elle interroge aussi nos pratiques, nos organisations, nos représentations. C'est ce qui est attendu de vous et ce sur quoi je vais continuer mon propos. Avant de conclure, vos élèves sont fragiles, en situation d'échec souvent, en situation de handicap parfois, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais vos élèves sont nos élèves. Et quelquefois, dans les négociations sur la carte d'éducation prioritaire, j'ai eu des lettres absolument terribles de parents, de profs, de collectifs. Ça a bougé quand même. Hein. Pas chez vous, parce que vous, je vous donnais 3 réseaux de plus, 4, 5. 5, oui. 5. L'académie en restituait 6 et on en mettait 5 de plus dans la Drôme. Donc vous voyez ce que ça peut donner dans les autres départements. Donc il a fallu aller au charbon. Quelquefois, j'y suis allé, 2 fois. C'est assez intéressant. Et une fois, un collectif me dit mais vous intéressez pas à nos élèves? Bien sûr que si. Et vous êtes sûr que vous allez nous laisser les financements? Je dis ben oui, on ne vous croit pas. C'est la réussite de vos élèves, j'en ai besoin. Ce sont mes élèves, les élèves de l'académie. Et vos élèves sont nos élèves. Nous devons les faire réussir. Je vous regarde, ceux de l'académie, nous devons faire réussir davantage vos élèves. Sinon, on va revenir vers moi en disant pourquoi ils vous font ça. Et déjà, en CTA, on me dit, est-ce que vous voyez, quelques mois après, est-ce qu'il y a un changement? Je réponds non, parce qu'il n'est pas observable. On verra des changements, et je l'espère. Nous devons réussir. Si nous n'obtenons pas, par des mobilisations de politique publique éducative, des résultats, alors on voit bien comment nous allons nous enfoncer. Et je n'attends pas cela que des inspecteurs d'académie, et puis c'est tout. De chacun des chefs d'établissement de l'académie. Hier, j'ai passé 2 heures sur d'autres questions, vous en doutez, avec les IEL du département où nous avons cette tragédie criminelle. Nous devons progresser, on ne doit pas attendre de meilleurs résultats avec la justice, échange avec la justice. Nous devons voir pourquoi le silence des enfants, pourquoi l'absence de travail en équipe, pourquoi un enseignant sur des milliers qui dérapent, nous n'avons rien vu pendant quelques années. Nous avons le devoir d'évoluer à chaque fois. C'est ma conviction de recteur, et sinon, je vous assure, je ne serais pas engagé dans cette extraordinaire mission. Alors, je voudrais vous dire que les choses sont quand même pas si faciles dans ce que je vous propose. Parce qu'il n'est pas habituel de considérer qu'il faut réviser totalement les pratiques pédagogiques et les pratiques évaluatives dans vos EREA. Alors j'ai visité un EREA, je ne dirai pas lequel, mais ceux qui me connaissent savent lequel. Pascal Mercier est à côté de moi, dans la voiture, je lui ai dit, vous en souvenez? Il m'a dit non. Je dis, vous en souviendrez quand je l'aurai raconté. Donc on a visité un très bel EREA, bien équipé, tout ce qu'il faut. Et à un moment, j'ai demandé au professeur qui était là, je ne sais pas qui est-ce qui avait été choisi, j'ai dit, comment ça se passe? Comment est-ce que vous pouvez faire réussir vos élèves? Qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui m'a expliqué, professeur d'histoire géo, comment il essayait de faire, de changer ses méthodes, de travailler avec d'autres, de travailler sur des objets, des questions, et non pas des morceaux du programme. Comment il mobilisait des approches totalement différentes. Un autre, une autre, elle ne comprenait même pas ma question. Elle aurait pu être tout aussi bien au collège, en lycée, que là. Sa réponse montrait que la question n'avait aucun sens. Et le troisième me disait, on va faire ce qu'on va pouvoir, hein. Vous savez, monsieur le recteur, vu le niveau, j'attends pas grand-chose. Voilà, 3 figures. L'engagé, comment on l'appelait, le second décalé, non concerné. Et le troisième, c'est clair que vos histoires de droit à l'éducation, c'est même pas la peine de m'en causer. Moi, je vois déjà ce que j'essaye de faire. Et déjà, ce que j'essaye de faire, ça prend du temps. Et c'est terrible ce que j'ai indiqué. Alors, évidemment, je crois à la formation des enseignants. Et je crois à la formation des enseignants et des équipes éducatives pour une école inclusive, pour faire réussir chaque élève. Vous savez que je me suis engagé nationalement dans ce dossier. Je préside le comité national de suivi de la réforme des enseignants. Et bien, je peux vous dire aussi que c'est pas facile là non plus. Pas facile parce que personne n'a envie, fondamentalement. Tout le monde a envie, c'est difficile. Alors je pense là encore que, alors vous êtes dans l'esprit d'ici, hein, vous êtes à mes côtés,
je crois quand même que si nous avons la conviction de faire évoluer la formation des enseignants, comme nous le faisons sur les professeurs éducateurs, qui reviennent finalement, je l'espère, progressivement, nous avons mis en place tout un dispositif, un auto-positionnement sur le référentiel de compétences professionnelles, la définition de démarches de formation évidemment partagées. Alors ça démarre, hein, mais je pense que ça avance. Alors, je voudrais juste évoquer un point, et puis ensuite deux autres, et puis j'arrête. Comme j'ai cette responsabilité, je me disais, mais comment on peut former les enseignants autrement? Et je suis tombé sur un rapport, Former l'enseignant inclusif. Alors, je voudrais vous en parler 2 minutes. C'est un rapport European Agency for Development in Special Needs Education, donc c'est vraiment l'agence européenne qui s'occupe de la formation des enseignants qui doivent s'occuper des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Faire réussir chaque élève dans une classe suppose des dispositions générales, vous aurez la référence, hein, vous aurez mon texte d'intervention si vous le souhaitez, suppose des dispositions générales, je disais, en ce qui concerne des compétences nécessaires, des attitudes, des connaissances, des qualifications requises pour tout enseignant. 4 valeurs fondamentales relatives à ce type d'enseignement et d'apprentissage ont été identifiées, je voudrais en parler. La première, en fait, c'est celle qui découle de ce que j'ai présenté tout à l'heure. Le droit absolu à l'éducation pour tout élève. Et je ne vous demande pas de choisir chacun de vos enseignants en disant tu y crois ou tu y crois pas. Je vous demande, vraiment solennellement, je crois en tout cas, pour nous tous ici, c'est ce que je demande dans l'académie, de travailler dans les établissements là-dessus. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Cette troisième personne n'est pas condamnable, mais il n'y croit pas. La troisième fille, il n'y croit pas. Il pense que non. Alors que c'est l'inverse. Si le rapport dit, si l'enseignant ne partage pas ce point, il arrête de lire le rapport, il s'en va. Il arrête. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer, on n'en sera pas là, mais on en sera peut-être là ça deviendra une évidence dans 10-15 ans. Un enseignant qui n'y croit pas, il ne devient pas enseignant. Or nous sommes majoritairement plutôt ayant réussi à l'école. Pas tous, il y a des parcours linéaires compliqués parce que on a eu sa chance, mais le modèle parfait de celui qui a tous les diplômes immédiatement, non. Non. Nous devons considérer ce droit absolu à l'éducation. Chaque élève doit pouvoir réussir. Pas au même niveau, bien sûr, pas partout. La loi du 5 mars dit le droit à l'éducation, si vous lisez le préambule de cette loi, il est extraordinaire. Le droit à l'éducation. Là, on est sur la formation tout au long de la vie. C'est la moindre des choses pour l'initiale. C'est la moindre des choses. Alors c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est valoriser la diversité des apprenants. Considérer que c'est un atout et non pas un problème. Ils ne sont pas pareils, bien évidemment. Alors on voit bien, plusieurs d'entre vous se disent, mais il est pédagogie Fresnes, recteur. Non, pas plus que ça, je ne suis vraiment pas un pédagogue dans ma formation, du tout. En fait, ça va même plus loin, nous dit le rapport. Les différences entre les élèves constituent une ressource et un atout pour l'éducation. Cette diversité des parcours, c'est ce que nous essayons de mettre en place de plus en plus. Alors faites-le également dans vos établissements. Renforcer le travail en équipe, qui est là, s'ouvrir à d'autres. Travailler avec les partenaires de l'éducation, troisième condition. Et la quatrième, c'est adopter une disposition d'apprentissage permanent tout au long de la vie pour les enseignants. Que les enseignants, les chefs d'établissement continuent d'apprendre, s'intéresser à la recherche. En fait, s'intéresser à la recherche, on a encore eu cette discussion lundi soir. Le modèle d'éducation nationale que je découvre depuis 18 mois est un modèle de circulaire et de choses arrêtées. Moi, je pense au contraire que ce sont des choses à construire. Enfin, je ne reviens pas sur les circulaires, je représente la ministre, je ne saurais même, je m'interdis d'y penser. Sauf que je suis pour des lois les plus courtes possibles, et après on laisse aux acteurs le soin de... Mais c'est un monde
que je ne connaîtrai pas dans ma vie professionnelle, vous l'aurez vu mon âge. Mais, voilà, moi je pense qu'il faut se mettre dans une disposition à produire des choses, à envisager, à essayer. Ce qu'ont fait les 4 ERA de l'Académie, ce qu'on fait, c'est on essaie. Et si on doit bouger, on bouge. Alors on est actif, si vous voulez, on est dans des positions réflexives de politique éducative. On n'est pas dans on fait et je m'assois. Vous l'aurez compris, ces valeurs, les registres de compétences qu'elles convoquent, nous invitent, vous invitent, à nous engager avec sérieux, avec audace et avec ambition. Avec sérieux, c'est des choses graves. Chacun des jeunes garçons, jeunes filles que vous avez dans vos établissements mérite profondément qu'on bouge. Je le dis avec sérieux, mais je le dis aussi avec audace. Au tout début, je suis arrivé, ceux qui m'ont écouté, j'ai dit montez sur la table et criez, quoi. Bougez, essayez des choses. On expérimente, on se lance, parce que nous avons une ambition tenace. Refonder l'école, refonder nos EREA, refonder nos collèges, nos lycées, c'est promouvoir la réussite de chaque élève. Mais derrière tout ça, et les événements de janvier nous l'ont montré, mais d'autres événements d'hier et malheureusement de demain nous le montrent encore plus, on doit construire une société de progrès, une société de développement plus créative, plus innovante, plus solidaire. Alors on dit toujours comment ce sera demain. Ben, ça ne va pas être comme hier, ça ne va pas être comme aujourd'hui, ça doit être nouveau et ça dépend de nous. Hein. C'est à nous d'inventer, et c'est vrai que, est-ce parce que j'ai passé les 20 dernières années dans différents postes dans le supérieur, ce que j'aime dans le supérieur, c'est un fort pas possible, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on cherche, on bouge. Et je souhaite qu'il y ait ceci. Je souhaite que ce sera votre état d'esprit qui vous animera durant ces 2 journées de travaux. Je souhaite que c'est cet état d'esprit que vous aurez dans vos académies, en travaillant en réseau avec les autres établissements, en proposant plus de coordination entre vous. J'espère que mon propos vous aura donné l'ambition et vous aura ouvert les chemins de l'audace. En tout cas, je vous remercie de votre très grande attention. Et donc, je vous souhaite de très très bons travaux. Et selon l'heure, garder un petit moment d'échange pour